Il s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le gouvernement va organiser une journée d'excellence le mois prochain, précisément le 1er août, pour promouvoir la culture du travail. Le Premier ministre et la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida étaient cet après-midi dans les locaux du CHU de Cocody. Ils sont allés s'imprégner du fonctionnement du SAMU. La Banque mondiale accorde un prêt de plus de 2 milliards de francs CFA au DGDI, dont de gouvernance et de développement institutionnel. La signature de cet accord de financement additionnel a eu lieu cet après-midi. Au Nigeria, l'on est toujours sans nouvelles des lycéennes enlevées le 14 avril dernier par la secte islamiste Boko Haram. Mais hier, pour la première fois, le président nigérien Goodluck Jonathan a rencontré des proches des captifs. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Direction tout de suite le palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le gouvernement va organiser une journée d'excellence le mois prochain, précisément le 1er août, pour promouvoir la culture du travail. 54 prix d'excellence seront attribués lors de cette journée. Par ailleurs, au cours de ce conseil, le gouvernement s'est penché notamment sur la démolition des sites à haut risque et le dégel des comptes de certaines personnalités. Le reportage est signé Jérôme Kofi Aboulin. Elle s'est déroulée entre 10h et 12h30. La réunion du Conseil des ministres ce mercredi 23 juillet 2014. Entre autres sujets, l'on a évoqué la journée de l'excellence édition 2014 qui aura lieu le 1er août prochain. 54 prix d'excellence à répartir entre des personnes morales et physiques, dont 14 femmes. Pour le gouvernement, il s'agit d'inculquer aux Ivoiriens la culture du travail. Pourquoi ce prix? La marche vers l'émergence dans laquelle nous sommes impose que le gouvernement travaille évidemment à la réhabilitation, à la construction, etc. d'infrastructures, mais également que le gouvernement travaille sur les mentalités des Ivoiriens. Il s'agit de faire en sorte que nous revenions à la culture du travail, à la culture de l'excellence. Notre pays a besoin, pour son bon fonctionnement, de ressources humaines qualifiées, certes, mais de ressources humaines responsables, de ressources humaines compétentes, engagées, de ressources humaines qui, chaque jour, s'efforcent de réaliser tout ce qui est attendu d'elles. Répondant à une question d'un journaliste sur le grincement des dents face au déguerpissement décidé à la suite des pluies diluviennes et leurs conséquences, le porte-parole du gouvernement a apporté quelques précisions sur la nécessité d'une telle mesure. Ce sont des mesures prises dans l'intérêt des populations qui sont concernées. Dans nos langues, on dit qu'on ne peut pas frapper un enfant et l'empêcher de pleurer, n'est-ce pas? Donc, les pleurs, on les entend. Mais en même temps, nous sommes persuadés de l'intérêt des mesures qui sont en train d'être prises pour ces populations-là. Il faudra bien qu'elles comprennent également cet intérêt pour elles, d'aller ailleurs, de rechercher d'autres sites de localisation et d'éviter de continuer à se mettre en danger là où elles se trouvent aujourd'hui. Pour parler des comptes bancaires identifiés dans le cadre de la crise post-électorale, il ressort que 209 comptes sur les 289 connus ont fait à ce jour l'objet de dégel. Selon le porte-parole du gouvernement, la procédure sur instruction du président de la République doit aller jusqu'à son terme. Toutefois, le gel des comptes reste maintenu pour des personnes figurant sur la liste de l'ONU. Et cette information qui vient de nous parvenir, l'épidémie de fièvre Ebola continue de sévir en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Elle provoque de nombreux décès. Un cas suspect de fièvre Ebola a été enregistré dans un village du Libéria qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Devant le risque très élevé de propagation de la maladie sur le territoire ivoirien, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida demande aux populations des villages frontaliers du Libéria et de la Guinée de demeurer extrêmement vigilantes et de déclarer en urgence aux services de santé tout sujet présentant les signes évocateurs de la fièvre Ebola, à savoir fièvre, maux de tête et saignement.
Le Premier ministre et la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida étaient cet après-midi dans les locaux du CHU de Cocody. Daniel Cablon-Duncan et Raymond Goudou-Kofi sont allés s'imprégner du fonctionnement du SAMU, mais aussi constater l'état d'avancement des travaux de construction de l'Institut national de médecine nucléaire. Le témoignage de Michel Digré. Les travaux de construction du centre de médecine nucléaire avancent lentement mais sûrement. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et la ministre de la Santé sur le chantier pour lever les derniers obstacles à l'achèvement du bâtiment qui permettra à la Côte d'Ivoire d'optimiser ses moyens de diagnostic et de traitement des maladies cancéreuses et cardiovasculaires. Je pense qu'on est déjà en bon chemin. Il faut terminer donc cet élément de pointe et faire en sorte que, comme on l'a indiqué tout à l'heure, Abidjan devienne un centre régional de traitement. Du côté du centre d'hémodialyse du SAMU, la prise en charge des malades atteints d'insuffisance rénale se passe plutôt bien. Ouvert en 2012, les 40 générateurs du centre ont permis d'assurer plus de 4000 séances de dialyse à environ 400 malades. Je suis vraiment impressionné, puisque le directeur du SAMU nous indique que c'est le centre le plus perfectionné en Afrique de l'Ouest. Il nous revient que malheureusement ça ne suffit pas. Pour faire face donc au traitement qu'il faut faire, on aurait peut-être autour de 5000 malades, je crois. Et donc les besoins sont importants et peut-être il va falloir étudier ensemble comment les tailler au niveau du territoire national. On a déjà Yamoussoukro qu'on a visité, je crois qu'il y en a Bouaké, à Gagnoua qui va ouvrir. Donc il faut faire en sorte que peut-être dans chacune des régions, progressivement, on ait un centre. Le Premier ministre a invité les responsables du ministère de la Santé à mener une étude sur les raisons qui favorisent le taux de plus en plus élevé des malades atteints d'insuffisance rénale afin d'adopter une politique de prévention beaucoup plus efficace. 25 ministres africains chargés de l'emploi et de la formation professionnelle sont en réunion à Abidjan. L'ouverture des travaux, présidée hier par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, a vu également la participation de plusieurs acteurs de la formation professionnelle et des organismes internationaux. L'objectif de cette troisième conférence d'Abidjan vise à mettre fin à l'exclusion des jeunes Africains au monde du travail et leur assurer un avenir meilleur. Les jeunes doivent constituer pour nos nations africaines une force et une richesse, a dit Daniel Cablon-Duncan. Le Premier ministre était présent à l'ouverture de la troisième conférence des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. Venu apporter son soutien et ses encouragements à cette action qui s'inscrit depuis dans la vision des autorités ivoiriennes, il a aussi partagé son optimisme. Le chômage des jeunes conduit au désarroi, à la marginalisation de la société et aux tensions de tous ordres, y compris leur implication dans les conflits armés. Mais fort heureusement, notre continent dispose d'atouts pour relever le défi. Il s'agit notamment des performances économiques remarquables, caractérisées, comme souligné tout à l'heure, entre autres, par un taux de croissance moyen annuel du PIB de l'ordre de 5% au cours des 4 dernières années. En dépit de l'importance des enjeux, nous avons bien des raisons de partager l'optimisme, surtout lorsque nous acceptons de mutualiser nos expériences et nos solutions les plus innovantes. Les jeunes, même s'ils apprécient l'initiative, ont vu en cette manifestation l'occasion de se faire entendre et surtout de s'assurer que cette troisième conférence portera ses fruits. Nous, jeunes, souhaitons une seule chose, que cette rencontre ne soit pas une rencontre de plus. Nous souhaitons véritablement que nos préoccupations débouchent sur des perspectives d'action et non de réflexion. De l'assurance, Moussa Dosso, ministre d'État de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, en a donné. La réunion d'Abidjan ne sera pas une réunion de plus. À cette rencontre, nous esquisserons de vraies solutions pour permettre de vous donner une meilleure visibilité pour les années à venir. En guise de solution, nos États élaborent souvent des réformes isolées, parfois avec les mêmes stratégies déjà expérimentées, sans grand succès, sous d'autres cieux. C'est pour toutes ces raisons qu'il me plaît particulièrement de réitérer l'expression de ma reconnaissance à l'endroit de tous les responsables nationaux et surtout de l'ADA pour leur volonté partagée
de promouvoir les échanges entre nos pays africains et de pouvoir ainsi s'inspirer mutuellement des expériences réussies et des bonnes pratiques. Des propos qui donnent aux jeunes de croire en un avenir meilleur. Les différentes pistes d'action proposées par les experts le 21 juillet dernier seront revisitées une à une. Elles seront validées après observation et modification par les ministres participant à la 3e conférence du pôle qualité interpays pour le développement des compétences techniques et professionnelles PQIP-DCTP. C'était un reportage de Sidonie Davila. La Banque mondiale accorde un prêt de plus de 2 milliards de francs CFA au DGDI, dont de gouvernance et de développement institutionnel. La signature de cet accord de financement additionnel a eu lieu cet après-midi même. Un financement qui vise à appuyer l'État de Côte d'Ivoire dans la transparence des finances publiques, nous explique Jean-Jacques Ouamiala. Cet accord de financement additionnel signé entre la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire d'un montant d'environ 2,5 milliards de francs CFA sous forme de crédit en faveur du projet don de gouvernance et de développement institutionnel des DGDI vient en réponse à l'appel adressé par le gouvernement aux partenaires de développement. L'objectif de cette phase 2, renforcer la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques et améliorer la gouvernance et l'efficacité dans la filière cacao. Je voudrais saluer l'accompagnement de la Banque mondiale et encourager l'institution à accroître son appui financier pour la mise en œuvre effective des réformes liées à la gouvernance qui constituent un axe prioritaire majeur dans le plan national de développement. Notre réponse à la requête pour une deuxième phase de ce don a été soutenue par des résultats concrets et visibles. C'est par exemple l'augmentation des revenus des cacaoculteurs et la réduction de la pauvreté en milieu rural. Ce financement additionnel d'environ 2,5 milliards de francs CFA aux dons de gouvernance et de développement institutionnel a été approuvé par le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale le 9 juin dernier à Washington. Sa durée est de 2 ans. Créé en 2008 pour une durée de 4 ans, avec un financement d'environ 11 milliards de francs CFA, le DGDI a financé d'importantes réformes, entre autres l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés PPTE, l'assainissement dans la filière café-cacao et la transposition de certaines directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au renforcement de la gestion des marchés publics. Nous sommes mercredi et pour ce numéro d'Eco Plus, nous nous intéressons à la question de la certification des entreprises ivoiriennes. Une certification devenue aujourd'hui une exigence pour ces entreprises. Mais en quoi consiste la certification? Comment l'obtient-on? Quels sont les avantages? Et quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Ou encore, combien coûte un processus de certification? Élément de réponse dans ce dossier Eco Plus signé Francis Boifou. Des ouvriers reçoivent des instructions de leur patron pour la fabrication des poteaux électriques. Nous sommes en zone industrielle de Yopougon. Dans cette entreprise, managers, personnel administratif et technique ont une contrainte. Exécuter les tâches avec minutie de sorte à livrer des produits de qualité, donc respectant les normes internationales. C'est que la structure veut obtenir d'ici à 6 mois la certification à la norme ISO 9001. Au niveau fabrication, organisation, bon, tout ça est réglé maintenant. Il reste avec des audits de finaliser toute la démarche administrative qui nous permettra d'obtenir la certification. La certification est une procédure par laquelle une tierce partie indépendante appelée certificateur donne une assurance écrite appelée certificat qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences référentielles internationales telles que les normes ISO. La certification d'une entreprise suit plusieurs étapes, donc fait appel à plusieurs intervenants. Évaluer l'entreprise par rapport à la norme qu'elle a choisie. Et quand le responsable d'audit estime que l'entreprise répond de façon satisfaisante aux exigences de la norme, il donne son avis favorable pour la certification. Le dossier de l'entreprise est transmis à un comité de certification qui, après évaluation, décide de lui octroyer le certificat. Même s'il existe plusieurs normes liées aux pratiques de gestion d'une structure, la norme ISO 9001 reste la référence internationale des entreprises ou PME
en matière de certification des systèmes de management. Les normes ISO sont des standards de gestion dans lesquels nous avons des exigences. C'est l'orientation client, le leadership, l'implication du personnel, l'approche processus, le management par approche système, l'amélioration continue, l'approche factuelle pour la prise de décision, et puis pour finir, les relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. Outre la certification de système, l'on distingue la certification de personnes de la certification de produits. Le directeur général de l'Organisme national de normalisation et de certification dresse le bilan sur la certification en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a à peu près un peu plus d'une centaine d'entreprises quand même qui sont certifiées type ISO 9001, management de la qualité. Au niveau de la certification de produits, nous avons 11 entreprises qui sont certifiées par rapport aux emballages à base de bois qui sont exportés. Vous avez une qui est certifiée pour les câbles électriques. Vous en avez une aussi pour les tôles de couverture. Vous avez quelques entreprises aussi au niveau du management de l'environnement, 4. Donc, vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir. Le faible taux des entreprises certifiées est dû, selon certains opérateurs économiques, à des difficultés financières. Les difficultés qui nous ont retardé, c'est le problème de financement par des organismes, banques ou autres, qui ont été très lents. Il faut entre 20 et 50 millions de francs CFA, voire plus selon la taille des entreprises, pour monter un dossier, suivre le programme de certification et bénéficier des audits avant de se voir délivrer pour une durée de 3 ans renouvelable le certificat qui atteste que le produit d'une structure est de bonne qualité ou que l'entreprise utilise un mode de gestion conforme aux normes internationales. Trop cher, selon les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ils initient en faveur des PME et PMI ivoiriennes un programme dénommé Deming en collaboration avec des structures conseils de certification. Les entreprises, en allant dans ce programme Deming de qualité, gagnent au moins 40 millions par rapport à ce que ça devait coûter réellement. C'est-à-dire au lieu de payer 50 millions, c'est peut-être autour de 10 millions que ces entreprises paieraient. Objectif, permettre à travers ce programme national d'accompagnement des PME de bénéficier des avantages liés à la certification. Cette certification-là permet de redonner confiance à leurs clients, permet de redorer leur image, permet de, quelque part, augmenter la rentabilité de l'entreprise. En plus de l'amélioration de la rentabilité et de l'image des entreprises, la certification conduit au renforcement des capacités internes des structures. La certification intervient dans tous les secteurs d'activité et elle est liée à des exigences. Si nous prenons le cas du cacao par exemple, sur 1 200 000 tonnes de cacao que nous produisons, c'est environ 250 000 tonnes de ce cacao qui est certifié. On peut le dire, beaucoup reste à faire, des efforts à fournir également pour hisser les PME et PMI ivoiriennes aux normes internationales. Seulement une centaine de structures certifiées ISO sur plus de 5 000 légalement constituées. Voilà, c'était EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. Le ministre de l'Agriculture était avant-hier au siège des assemblées des régions et districts de Côte d'Ivoire. Il a présenté les opportunités de mise en œuvre du PNIA, Programme national d'investissement agricole dans les régions de Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly Sangafoua a fait le bilan des actions réalisées et recueilli les avis des présidents des conseils régionaux. Les explications avec Noël Niano. PNIA, 4 lettres, un discours, le Programme national d'investissement agricole. Sa vision, relancer le développement agricole partout en Côte d'Ivoire et in fine réduire sensiblement la pauvreté. Comment mettre cet outil de référence à la disposition des premiers responsables du développement local que sont les présidents des 31 régions et 2 districts de Côte d'Ivoire. Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, a trouvé la solution. Elle a été mise en œuvre ce lundi au siège de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ici à Abidjan-Cocody. 2 heures durant, la quasi-totalité des présidents des régions et le président du district de Yamoussoukro ont suivi avec une intention soutenue la présentation du PNIA dans tous ses compartiments. Ils ont échangé avec le ministre et ses collaborateurs sur les opportunités qu'offre le PNIA pour leurs régions respectives. De cette rencontre, il est ressorti une volonté pour les présidents de conseils régionaux et des districts s'impliquer davantage dans la mise en œuvre du PNIA. Ce programme, dans tous ses détails,
a pris en compte les préoccupations basiques de la population ivoirienne. Et à la suite de nos échanges, nous avions pu découvrir qu'une cartographie de tous les grands projets réalisés, mais qui sont en cours de réalisation par le ministère de l'Agriculture sur toute l'étendue du territoire. Les perspectives sont bonnes parce que les infrastructures agricoles sont en train d'être remises à niveau. Sangafoua Coulibaly s'en sort avec la conviction d'avoir recruté de nouveaux collaborateurs pour relever le défi de la relance du secteur agricole. Un secteur qui sera pour longtemps encore le vecteur de la croissance de l'économie ivoirienne. Ce que vous pouvez retenir après cette rencontre, c'est que vous avez deux administrations, l'administration centrale et l'administration décentralisée, qui ont décidé désormais d'unir leurs forces pour donner des résultats probants, beaucoup plus amplifiés au niveau du secteur agricole. Conçu en 2012, le PNIA, Programme national d'investissement agricole, a mobilisé plus de 2000 milliards de francs CFA, dont 60% les intentions d'investissement pour les privés. Stop la fraude fiscale et la contrefaçon sans frontières en Côte d'Ivoire. C'est le nom d'une ONG. Elle vient de signer un partenariat avec la FENACOVICI, Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. L'objectif est affiché, lutter contre le racket et porter assistance aux usagers des routes. Le reportage de Godefroy Okambawa est commenté pour vous par Léon Pro. Plus de 300 milliards de francs CFA, la perte annuelle de la Côte d'Ivoire du fait du racket. Un fléau contre lequel vient lutter ce partenariat signé entre la Fédération nationale des coopératives du vivrier et l'organisation non gouvernementale Stop la fraude fiscale et la contrefaçon sans frontières en Côte d'Ivoire. Ces deux entités entendent améliorer les conditions de vie des populations à travers la lutte contre les tracasseries routières creusées selon elles du racket. À la clé, une unité de surveillance et d'assistance aux usagers de la route. Nous voulons que les Ivoiriens mangent à leur faim, qu'on puisse savoir que ce qui parle de raquettes, qu'on n'en parle plus jamais dans le secteur vivrier et que les camions puissent circuler librement. Il y a une organisation aujourd'hui qui est mise en place et qui peut les aider à convoyer les camions partout qu'elles vont aller livrer leurs produits. Nous attendons accompagner les acteurs du vivrier et le monde du transport pour pouvoir atténuer les faux frais que payent ces acteurs-là sur les routes entre les mains de certains agents indélicats de la force publique. Cette unité de surveillance et d'assistance aux usagers de la route sera désormais présente aux différents postes de contrôle tenus par les forces de défense et de sécurité. Un voisinage pour certainement collaborer à donner un coup d'accélérateur à la fluidité routière et donc à la libre circulation des biens et des personnes. Ainsi, le coût du transport et le prix des produits vivriers sur les marchés s'en trouveront-ils améliorés. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire expriment leur reconnaissance au président de la République pour l'adoption de leur nouveau statut. Ils l'ont signifié hier au cours d'une rencontre avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour rappel, l'adoption de ce statut des rois et chefs traditionnels a eu lieu à l'Assemblée nationale le 11 juillet dernier. Le reportage est signé Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, élevé au rang de grand chef coutumier de Côte d'Ivoire par le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Honorés par les députés, les têtes couronnées, très attentifs au processus d'élaboration du statut qui régit leur organisation, ont témoigné leur reconnaissance au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, leur tutelle, qu'ils ont chargé de transmettre leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour avoir tenu sa promesse de doter les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire d'un statut. Cette loi, fraîchement adoptée par nos élus, vient de se faire réparer une injustice douloureusement ressentie et de la façon la plus stoïque possible dans le bénévolat par vos parents, vos vieux que sont les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire depuis plus de 79 ans. Les rois et chefs traditionnels assurent le président de la République de leur soutien sans condition dans l'accomplissement de l'œuvre de reconstruction qu'il a entreprise ces 3 dernières années. Le statut, à son sens, il est bienvenu et c'est une première en Afrique occidentale parce que c'est une loi avant-gardiste. Dieu merci, cette année, le président Alassane a signé le statut. Pour moi, c'est une grande joie pour nous. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko,
tout en leur promettant de transmettre leurs demandes d'audience au chef de l'État, les a exhortés à être des acteurs de paix pour favoriser le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Que cette chambre puisse gérer les conflits entre les communautés, donc apporter une contribution à la marche de l'État à travers les forces de proposition au gouvernement et au chef de l'État. Les rois et chefs traditionnels ont souhaité rencontrer le président à l'occasion d'une rencontre historique et mémorable où tous les chefs et tous les rois de Côte d'Ivoire viendront lui rendre hommage, lui dire merci. Donc très bientôt, nous allons informer l'opinion nationale de la tenue de cette rencontre qui devra avoir lieu en septembre ou octobre. Le projet de loi portant création et organisation d'un statut de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire a été adopté le 11 juillet dernier par les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dans un point de presse, à la veille de la visite du président français en Côte d'Ivoire, Kwaku Konan-Bertin a affirmé que la CEI est conflictuelle et non indépendante, déséquilibrée et structurellement partiale. Le PDCI devrait, selon lui, avoir un candidat. Les jeunes cadres du RHDP réagissent à ces propos. Touré Mamadou, l'un de ces cadres, répond à Kwaku Konan-Bertin. Lors de son point de presse, le député de Port-Boué a abordé la question relative à la commission électorale indépendante, à la gouvernance du président de la République et au RHDP. S'agissant de la commission électorale indépendante, il a affirmé que la CEI, dans sa forme nouvelle, est non indépendante, confligène, déséquilibrée, structurellement partiale et en mission commandée pour un camp. Il récuse également la participation de M. Youssouf Bakayoko à la nouvelle CEI et l'accuse d'être responsable de 3000 morts de la crise post-électorale parce qu'il aurait mal conduit le processus électoral. Avec ces propos d'une extrême gravité qui donnent une autre lecture de la crise post-électorale et de ses conséquences, nous sommes tentés de penser que le député de Port-Boué fait preuve soit de mauvaise foi ou est atteint d'amnésie. En effet, rappelons que la CEI, dans son ancienne formule, comprenait 31 membres. La nouvelle nomenclature de la CEI, qui a été définie avec l'aide des experts du NDI, je le rappelle, ne comprend que 17 membres. Voilà, ces propos ont été recueillis par notre reporter Laure Maniessé. Les délégués des 10 pays membres de l'organisation régionale antidopage Afrique sont en réunion depuis ce matin à Abidjan. Leur objectif, faire des propositions pour assainir le milieu sportif. Et le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs participe à la rencontre. Alain Lebognon a exprimé son désir de voir la Côte d'Ivoire abriter le 3e laboratoire de contrôle antidopage de toute l'Afrique. Ils sont tous à Abidjan, les 10 délégués des pays membres de l'organisation régionale antidopage Afrique partant du Cap-Vert au Bénin. Ils prennent part à la 9e réunion du Conseil de l'ORAD, une réunion qui vise à apporter une réponse claire à la lutte antidopage en Afrique. Leurs âmes, la sensibilisation. Grâce au comité d'approbation du fonds de l'UNESCO contre le dopage, nous avons pu avoir des financements. Et personnellement, notre CNLAD a fait une mission dans le nord du pays, à l'endroit des écoliers et des élèves. Nous avons ensuite fait une conférence sur la lutte contre le dopage pour les entraîneurs de Côte d'Ivoire. Aucune compétition sportive digne de ce nom ne se fait sans un test antidopage. Un test qui consiste à vérifier si oui ou non l'organisme de l'athlète ne cache pas une substance qui augmenterait ses capacités physiques ou mentales. La Côte d'Ivoire veut, à la suite de l'Afrique du Sud et de la Tunisie, abriter le 3e laboratoire de contrôle antidopage. La Côte d'Ivoire est prête à l'accueillir avec les études de faisabilité achevées et soutenues par un dossier architectural également prêt. Les 28 et 29 août prochains va se tenir encore ici à Abidjan une autre réunion du genre. Objectif, selon le président de l'ORAD, est expliquer les tenants et aboutissants de la lutte antidopage pour que les athlètes africains ne sortent pas positifs du test. Le reportage de Ben Tour a été commenté pour vous par Abou Sanogo. Le lieutenant-colonel Isiaka Ouattara n'est plus le chef des opérations du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. Il a passé la main hier à son successeur, le commandant Inza Fofana, commandant second du bataillon blindé. Un changement qui s'inscrit dans le cadre de la rotation des éléments de cette unité mixte composée de 750 agents. On retrouve notre reporter Abou Sanogo.
Après près de 2 années passées à la tête du centre des opérations du Centre de coordination des décisions opérationnelles, le lieutenant-colonel Isiaka Ouattara passe la main au commandant en second du bataillon blindé Enza Fofana. Il dirigera au cours des 6 mois à venir le dit centre des opérations. Ce remplacement s'inscrit dans le cadre de la rotation des éléments de cette unité mixte spéciale composée de 750 agents issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale. Et la passation de charges a eu lieu au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en présence du général Cissé Lassina, directeur du cabinet adjoint chargé de la sécurité. En cédant la place au commandant Enza Fofana, le lieutenant-colonel Isiaka Ouattara laisse une unité qui aura réussi sous son commandement à réduire les braquages et autres barrages illégaux dans le district d'Abidjan. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, dont les agents font une rotation tous les 6 mois, dépend du Conseil national de la sécurité, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il a été créé pour endiguer le grand banditisme dans le district d'Abidjan et dans certaines localités de l'intérieur du pays. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration a permis la réintégration socio-économique de 400 ex-combattants. Aujourd'hui, ces jeunes ont repris goût à la vie et se disent satisfaits. Ils expriment leur reconnaissance donc à l'ADDR. Au cours d'une rencontre organisée au siège de cette institution hier, ces ex-combattants issus de plusieurs communes du district d'Abidjan ont fait le témoignage de leur nouvelle vie. Voyons cela avec nos reporters Awa Cissé et Gabriel Zani. Exerçant dans les secteurs du transport, de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, ces ex-combattants sont désormais des opérateurs économiques. Après avoir manié les armes au plus fort de la crise en Côte d'Ivoire, ces 400 jeunes ont réussi leur reconversion. Cela grâce au programme de réintégration mis en place par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Aujourd'hui, ils expriment leur reconnaissance à l'État. Grâce à ADDR Audi, je suis opérateur économique. C'est un rêve. On a quelques Wara sur la ligne de Makori-Koumassi et Port-Boué. Et aujourd'hui, notre structure a fait fusion avec plusieurs structures de Port-Boué. Zirika Dakouri, ex-milicien, a profité de cette occasion pour demander à ses amis réticents ou en exil d'adhérer au processus de réintégration. J'ai lancé un message à tous mes amis pour qu'ils viennent intégrer le mouvement. Parce que le président Alassane Ouattara a tendu la main à tout le monde. Donc j'aimerais que tous mes amis qui sont en exil. Pour le représentant du directeur de l'ADDR, ces ex-combattants constituent des modèles de réintégration. Ils sont le témoignage du succès du processus DDR initié en août 2012. Que ceux qui attendent encore doivent avoir confiance au processus. Et nous, par ce genre d'activité, par ce genre de personnes qui viennent volontairement nous dire qu'ils ont bénéficié du programme et qu'ils sont satisfaits, c'est un appel qu'on lance aux autres pour leur dire de croire au programme et de venir volontairement et que nous avons des mécanismes pour leur réintégration. Aujourd'hui, chef d'entreprise, jeune dynamique pour réduire la pauvreté et contribuer au développement durable de la Côte d'Ivoire. À ce jour, 47 000 ex-combattants selon l'ADDR ont été réintégrés. De nombreux dégâts matériels et des pertes en vies humaines ont été enregistrés du fait des pluies diluviennes à Abidjan et dans les villes côtières. Pour soutenir les actions du gouvernement en faveur des personnes sinistrées, la Fondation Petrosi a offert des dons en vivres et non-vivres. La caravane de dons, initiée dans ce cadre justement, a sillonné les villes de Grand Laou, Fresco et San Pedro, nous explique Mamadou Kwasi. Il y a 2 semaines, la population de plusieurs villages de Grand Laou se réveillait sous les eaux. Une situation due aux pluies diluviennes tombées sur la zone côtière de la Côte d'Ivoire, causant de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. La Fondation Petrosi, dirigée par Virginie Touré Aya, ne veut pas rester en marge de l'élan de solidarité qui s'est tissé autour des populations. 200 matelas, 15 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, de l'huile, du savon, des kits de médicaments de première nécessité et des moustiquaires imprégnées sont remis aux sinistrés. Représentant la Fondation Petrosi, Jocelyn Kakoubi, a rappelé le rôle de sa structure qui est de participer au bien-être de la population à travers le partage du fruit de leurs activités. Au nom des récipiendaires, le député maire de Grand Laou a exprimé sa reconnaissance aux donateurs. Il a également rassuré la fondation de la bonne répartition des dons. Après Grand Laou, cap a été mis sur Fresco et San Pedro, des localités qui ont enregistré d'importants dégâts matériels dus aussi aux pluies diluviennes. Dans ces différentes localités, ce sont plusieurs tonnes de riz, de sucre, de savon et de l'huile,
ainsi que des matelas et des tenues vestimentaires qui ont été remis aux populations. Représentant la Fondation Petrosi, Ahmed Meïté a rassuré les sinistrés de leur volonté à les assister durant cette période difficile. Une action qui met du baume au cœur de ces populations. Les cantines scolaires de Côte d'Ivoire dotent désormais d'un système d'information et de géolocalisation. La direction de ces cantines a reçu hier matin des appareils informatiques et de géolocalisation. L'objectif est d'assurer une meilleure gestion des cantines scolaires. La cérémonie s'est déroulée au Centre national de cartographie et de télédétection. Des appareils de géolocalisation d'une valeur de 17 millions de francs CFA et une base de données sur les cantines scolaires. Des outils de haute technologie de l'information offerts à la Direction nationale des cantines scolaires par le Centre de cartographie et de télédétection dans le cadre d'un partenariat. Objectif, répertorier et réaliser une cartographie des cantines scolaires afin de mieux maîtriser leur gestion. Il y a des zones où il n'y a pas de cantine, c'est anormal. Donc il s'agit pour nous de détecter ces zones-là puis de voir dans quelle mesure on peut installer des cantines dans ces zones. Donc le fait de localiser la cantine avec des coordonnées XY, on parle de données géométriques ou géographiques. Et ces informations sont enregistrées dans une base de données. Pour le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Kamara, cet apport technologique permettra d'atteindre l'ambition du gouvernement ivoirien d'offrir à chaque école une cantine scolaire. Les écoles qui sont au fond, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, il faut pouvoir les repérer. À l'horizon 2015, il y a 10 000 écoles qui sont en train d'être construites, donc ils vont s'ajouter aux 13 000 écoles existantes. Donc si un bon repérage n'est pas fait, il est évident qu'il va y avoir des écoles laissées pour compte. Cet atelier qui va durer 4 jours permettra d'instruire les gestionnaires des cantines scolaires sur le système d'information géographique. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 5 615 écoles dotées de cantines scolaires. Le reportage de Serge Gongomé était commenté pour vous par Abou Sanogo. À présent, cette autre nouvelle qui réjouit les candidats aux différents concours d'entrée à l'ENA, École nationale de l'administration. Les concours d'entrée dans cette école sont ouverts pour l'année 2015 après 3 années d'interruption. 300 places sont disponibles. L'information a été donnée hier par la directrice de l'ENA. La maîtrise de l'effectif des fonctionnaires et de la masse salariale, des raisons qui ont motivé la suspension des concours d'entrée à l'ENA depuis 2011 et qui ne se justifient plus selon Evelyne Yapo, directrice de l'École nationale d'administration, ENA face à la presse, le gouvernement ayant fait les efforts nécessaires. Le concours d'entrée pour 2015 à l'ENA est donc lancé et les candidats invités à s'inscrire en ligne sur le site web de l'ENA www.ena.ci du lundi 28 juillet au lundi 29 septembre 2014. Autre mesure adoptée par le gouvernement cette année, le recul de l'âge limite des candidatures de 2 ans compte tenu de l'interruption du concours pendant 3 ans. Evelyne Yapo note également d'autres aménagements relatifs au concours direct. Ces épreuves qui se déroulaient auparavant en une seule étape seront étalées dans le temps et se dérouleront en 3 étapes ou phases. La première phase permettra d'apprécier le niveau de culture générale des candidats, notamment la maîtrise des règles de la langue française. La deuxième phase portera sur un sujet d'actualité, la maîtrise de l'anglais et un test d'organisation. La 3e étape portera sur les épreuves classiques. Pour la fiabilité du concours, la directrice de l'ENA rassure, une stratégie non dévoilée pour le moment est mise en place. De plus, le nombre de places cette année est de 300 tous cycles confondus. Une façon, selon la direction, de rehausser l'image de l'établissement qui demeure une référence dans la sous-région. Siaka Kone et Franck Wadi ont réalisé ce reportage. Aujourd'hui, mercredi, les musulmans vont prier toute la nuit. C'est la nuit du destin, une nuit qui intervient dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Mais quel est le sens de cette nuit? Quelles sont les retombées pour les musulmans au plan spirituel? Réponse dans ce reportage. À Bobo, Anador, mosquée Al-Moubarak, mardi 22 juillet. Il est 18h35, l'heure de la rupture du jeûne et de la prière. Dans cette mosquée, du côté des femmes, des rideaux baissés. Fatoumata, la cinquantaine, révolue comme une trentaine d'autres fidèles, a eu le domicile derrière ces rideaux depuis le 19e jour du Ramadan. Elle est en retraite spirituelle ou itikaf en arabe. Un rituel auquel elle s'adonne depuis plus de 7 ans. Objectif, ne rater sous aucun prétexte les bénédictions et miséricordes de la nuit du destin ou l'ahilatul qadr.
Nous sommes ici pour la recherche de la nuit du 4 qui se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de jeûne, comme le prophète l'a toujours recommandé. Et nous faisons des zikrs, la lecture du Coran, des tafsirs pour adorer le Seigneur. Le respect scrupuleux des recommandations du prophète, une tradition prise à cœur aussi par les jeunes. Bon, ici nous sommes là dans le cadre de l'Itikaf. C'est une tradition que le saint prophète Muhammad observait durant les derniers instants du mois de Ramadan. C'est le moment des moustajab, autrement dit c'est le moment où les invocations sont vite exaucées. Nous prions en plein temps pour obtenir la nuit du destin. La nuit du destin, c'est la nuit de la révélation et de la descente du Saint-Coran. La dévotion au cours de cette seule nuit équivaut à 1000 mois d'adoration d'Allah, soit un peu plus de 83 ans. C'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala décrète le sort de ses serviteurs. La nuit du destin, c'est la nuit la plus importante des nuits de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une invocation, tu dois faire beaucoup cette invocation. C'est quelle invocation? Tu dis Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna, qui signifie oh Allah, tu aimes le pardon, tu es le pardonné et pardonne-nous. La nuit du destin est dissimulée par Allah dans les 10 dernières nuits du Ramadan afin que les fidèles musulmans s'adonnent avec détermination à la quête perpétuelle du divin. Et en raison de la nuit du destin, demain, jeudi 24 juillet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. On l'a appris aujourd'hui, la ville de Kaduna, dans le nord du Nigeria, a été frappée cet après-midi même par 2 explosions. Au moins 45 personnes ont été tuées. Il s'agit d'un attentat suicide qui aurait visé le convoi de dignitaires musulmans. La seconde explosion, elle, a visé une place proche du marché très fréquenté de la ville. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les soupçons se portent sur la secte islamiste Boko Haram. On reste au Nigeria où l'on est toujours sans nouvelles des lycéennes enlevées le 14 avril dernier par la secte islamiste Boko Haram. Et cela fait exactement 101 jours qu'elles ont été kidnappées. Et sur les 276 lycéennes enlevées par la secte, 57 ont réussi à s'échapper. L'inquiétude des familles s'accentue. Hier, pour la première fois, le président nigérien Goodluck Jonathan les a rencontrés. Difficile pour cet homme de retenir ses larmes. Convié comme 150 personnes au palais présidentiel d'Abuja, ce père d'une des 200 jeunes filles kidnappées par la secte Boko Haram a rencontré le président Goodluck Jonathan. Une première, après plusieurs rendez-vous manqués, une rencontre qui vaut bien une photo avec les 50 filles qui ont réussi à s'échapper. Les filles ont parlé en détail de leur expérience et de ce qu'elles ont vécu et de leurs observations. Oui, c'était un débat franc et ouvert, vous savez, une réunion où chacun a pu parler librement. Dans la matinée de mercredi, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pour prier, chanter et marquer ce triste anniversaire. 100 jours aux mains d'islamistes qui veulent convertir leurs otages de force ou les vendre comme esclaves. Des proches qui se sont battus longtemps seuls et qui veulent croire aujourd'hui à l'engagement de l'État. Je suis vraiment contente parce que je crois que ma fille va revenir. Le président dit qu'il travaille pour cela et que toutes les rumeurs qui circulent, les propos sur lui sont faux. Aujourd'hui, tout le monde se comprend. Nous demandons au gouvernement nigérian et à l'armée de faciliter une opération de sauvetage décisive. En recevant les familles, le président nigérian a permis de restaurer la confiance et d'apaiser les tensions. Dans l'attente de résultats concrets, l'opération de communication qui s'étale en une de la presse est une réussite. Au 16e jour de l'opération israélienne dans la bande de Gaza, plus de 660